Alors, je m'appelle Trémor Denigo, je travaille à la Commission européenne dans une direction générale, c'est-à-dire en fait un des départements, si vous voulez, de la Commission européenne qui s'appelle le Centre commun de recherche. En anglais, on dit Joint Research Center. Donc, l'acronyme, c'est JRC. On aime beaucoup les acronymes en Europe. Cette direction générale est assez singulière puisqu'en fait, elle regroupe pour l'essentiel des scientifiques et des techniciens qui développent de la recherche appliquée au soutien des politiques européennes. Donc, si vous voulez, dans la Commission, vous avez c'est l'exécutif européen, comme vous le savez, donc c'est une espèce de sorte de gouvernement. Vous avez des ministres qu'on appelle des commissaires, et chaque commissaire a plusieurs directions générales sous sa direction. La commissaire qui est la mienne s'appelle Maria Gabriel, qui est une commissaire bulgare et qui est en charge d'un gros portefeuille. Elle a plusieurs directions générales sous sa responsabilité, dont la direction, vous connaissez sans doute la mieux, qui est la DG EA, qui s'occupe de l'éducation et de la culture. Une autre DG qui s'occupe de la recherche en général, des politiques de recherche et qui gère notamment le budget Horizon. Et donc, la troisième DG, qui est celle dont je vous ai parlé auparavant, qui est le Centre commun de recherche, qui lui est situé à différents endroits en Europe. Vous avez des centres de recherche. Donc moi, là, je vous parle actuellement d'Italie, puisque j'habite en Lombardie, à côté du lac Majeur, où il y a à Ispra, qui est un petit village, un grand campus qui en fait est le troisième endroit en termes quantitatifs le plus important de la commission. Vous avez à peu près 2500 personnes qui viennent travailler au quotidien dans différents bâtiments pour y faire de la recherche relative, comme je le disais auparavant, aux politiques européennes. Alors justement, l'essentiel des politiques européennes aujourd'hui, pas toutes, hein, mais le plus gros paquet très certainement qui est développé actuellement se fait dans le cadre de ce qu'on appelle le Green Deal. Cette nouvelle commission, présidée par Ursula von der Leyen, a pour objectif, avec l'intégralité bien sûr des États membres, d'atteindre des objectifs absolument majeurs. Le plus important, c'est celui que vous voyez sur la gauche, c'est la neutralité climatique à l'horizon 2050. Donc cet objectif est un objectif qui va conditionner énormément, bien sûr, de choses. Nous avons besoin d'accompagner les États, l'industrie, les sociétés sur le chemin de cette neutralité climatique à l'horizon 2050. En 2030, nous aurons un objectif de moyen terme. Nous avons donc d'ici, nous avons 8 ans désormais, par exemple, pour diminuer d'au moins 55% nos émissions de CO2. Donc ça, c'est un objectif absolument majeur. Il y a un accord politique autour de cet objectif. La question qui se pose désormais, c'est comment fait-on, bien sûr, pour atteindre ces objectifs. Donc la question qui se pose ici avec vous, c'est qu'en est-il de l'éducation, de la partie qui va être jouée par l'éducation. Donc là, vous avez quelques statistiques, je vous communiquerai de toute façon les slides si cela vous intéresse. On sait combien le sujet préoccupe l'opinion publique en général, on sait aussi combien les jeunes tout particulièrement sont très sensibles à cette question. Et vous voyez la troisième statistique notamment, puisqu'il est extraite d'une consultation qui a accompagné une recommandation du Conseil dont je vais vous parler. On voit qu'il y a 3 Européens sur 4 qui pensent que l'éducation, au sens large, hein, la formation au sens large, formelle, informelle, de la maternelle jusqu'à l'université, etc., et la formation professionnelle, est le secteur le plus important pour permettre la sensibilisation, mais aussi l'action dans le domaine du changement climatique. Donc voilà, on part de cela et la Commission européenne, à partir de là, en septembre 2020, fait une communication sur l'espace éducatif européen et annonce évidemment parmi ses objectifs principaux la priorité qui est celle de la Twin Transition, de la transition verte et de la transition digitale. Et ce dont je vais vous parler maintenant, pendant une dizaine de minutes, c'est un ensemble de mesures qui ont été mises en place et qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. Alors, il y en a beaucoup que vous connaissez, notamment évidemment les projets Erasmus, qui sont une façon assez efficace, bien évidemment, de promouvoir des initiatives dans le domaine de l'éducation verte. Je dis éducation verte parce que c'est rapide, même si ça recouvre une réalité qui est plus complexe. Mais je vais ici insister sur 3 leviers majeurs qui ont été développés véritablement depuis l'année dernière et qui, cette année, arrivent à échéance. 2 de ces leviers, c'est-à-dire un cadre de référence sur la durabilité et
une communauté de pratique dont je m'occupe plus particulièrement sont matures et sont publics et accessibles par tout le monde, donc y compris vous. Et ce premier levier-là, qui est le cadre général, je dirais, c'est le levier politique, lui, n'est pas encore adopté, mais va l'être très, très prochainement. Il a été adopté par le collège en janvier et il va être adopté par le conseil en juin. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une recommandation. C'est le terme qu'on utilise pour ce genre de texte qui n'a donc pas valeur de loi, bien évidemment. C'est une position commune qui est adoptée par les États membres, donc au Conseil de l'Union européenne. Donc vous avez 27 États qui disent oui, d'accord, on est d'accord pour avoir un objectif commun. Et donc, cette recommandation du Conseil va nous permettre enfin, parce qu'elle n'existe pas actuellement, d'avoir une entente générale sur des objectifs communs dans le domaine de, vous avez vu le titre, c'est Learning for Environmental Sustainability, donc l'apprentissage pour la durabilité environnementale. Donc, en réalité, il s'agit, si on veut reprendre la terminologie de l'UNESCO, d'éducation au développement durable au sens large, l'éducation au climat étant normalement une sous-catégorie de cet ensemble plus vaste. Donc, je vais passer très vite. Il y a beaucoup de slides, donc je vais aller. Ce qui est intéressant pour vous, je pense, c'est que la recommandation a été accompagnée d'une consultation qui a été faite. On posait 10 questions dans les 23 langues officielles qui permettaient de préparer les documents d'accompagnement de la recommandation. Et alors, ça a permis de faire remonter tout un tas de constats que je vais désormais commenter parce que c'est des constats que, bien évidemment, que je partage, mais que j'ai aussi pu, dans le cadre de mon exercice professionnel, au contact avec les professeurs, les étudiants et tous les partenaires éducatifs que je rencontre, constater également. D'abord, le premier point, qui est certainement le plus important, la réalité est qu'aujourd'hui, tous les systèmes éducatifs sont en train de se bouger, incontestablement, ce qui d'ailleurs, de mon point de vue, est extrêmement intéressant, puisqu'historiquement, c'est quelque chose de très rare. Vous avez tous les systèmes éducatifs aujourd'hui qui se posent à peu près la même question relative à l'éducation au développement durable. Tous s'aperçoivent qu'il faut agir. Tous, en général, sont un peu, disons, ont beaucoup de choses à faire. Certains sont plus en avance que d'autres, bien évidemment. Mais en tout cas, le sentiment de l'urgence et de l'action est partagé par tous ces systèmes. Et donc, il y a une espèce de grand laboratoire global actuellement qui est très intéressant d'ailleurs, avec des degrés de sensibilité variables. Une chose reste certaine, c'est qu'il n'y a pas de cas véritablement où la question de l'éducation au développement durable est complètement intégrée de façon transversale dans un système éducatif. Donc, il y a des actions, il y a des initiatives multiples, variées. Il y a un écosystème extrêmement complexe avec une explosion actuelle à l'œuvre qui est absolument folle. Moi, j'ai commencé mon exercice là, récent avec la Commission il y a 1 an et demi en faisant une espèce de cartographie des initiatives européennes et c'est l'explosion avec, hélas, beaucoup d'initiatives qui sont courtes dans le temps en fait et qui ne vont pas nécessairement avoir l'impact qui est attendu parce que justement, elles sont circonscrites dans le temps. Une chose est certaine, c'est que toutes les personnes que nous contactons nous disent la même chose que dans cette consultation, à savoir que à la faveur du développement de l'éducation au développement durable, non seulement nous atteindrons évidemment, nous permettrons l'accompagnement sociétal pour atteindre les objectifs dont j'ai parlé auparavant, mais il y a aussi une question éducative qui est très très intéressante, c'est que c'est un type d'éducation qui permet le recours à des pratiques éducatives et pédagogiques différentes. Et justement, il y a qui est la question notamment du recours aux pratiques expérientielles, à la pédagogie de projet, vous voyez, hands-on learning, etc., outdoor learning, etc., qui est évidemment très lié à ce type d'éducation et ce qui est nécessaire aussi pour pouvoir justement atteindre les objectifs qui sont propres à ce type d'éducation. Donc, une vision très cross-curriculaire, une interdisciplinaire, bien évidemment, même si il faut toujours le rappeler, la complexité que revêt la question de l'éducation au développement durable est telle qu'il nous faut une approche nécessairement transversale et interdisciplinaire, et je dirais même cross-disciplinaire. Donc voilà. Donc je vais passer parce que je vais pas avoir le temps de tout faire. Donc il y a tout un tas de recommandations comme ça qui sont remontées et qui se sont passées en plus dans un contexte que vous connaissez comme chacun, qui est celui du Covid, qui a eu un impact absolument considérable dans le domaine éducatif, des impacts négatifs, comme vous voyez dans les premiers éléments de cette liste, mais des impacts aussi positifs, avec des situations dans lesquelles les enseignants en général, les éducateurs au sens large, ont dû faire face aussi à
une situation où ils ont pu développer des nouvelles techniques, développer des nouvelles compétences et aussi expérimenter parfois de façon très bénéfique d'ailleurs pour constater peut-être le besoin d'agir ici plutôt que là. Donc, c'est dans ce contexte-là que cette recommandation aussi arrive, avec les objectifs qui sont ceux-là, qui sont des objectifs en général assez classiques des recommandations. Donc, c'est évidemment venir au soutien du développement du policy making dans les États membres, mais c'est aussi proposer des idées, de l'inspiration, et surtout développer la coopération au niveau international avec des investissements en regard. Donc, je passe parce que je n'ai pas le temps. Il y a la recommandation va proposer des choses pour les États membres, que vous voyez ici. La première et la plus importante, très certainement, même si ça vous paraît enfoncer une porte ouverte, c'est une porte qu'il fallait ouvrir, qui est très importante, c'est qu'il va falloir faire de l'éducation au développement durable une des priorités des systèmes éducatifs. Donc voilà, je passe parce que je n'ai pas le temps de tout faire, mais en fait, il y a tout un tas de choses qui sont évidemment recommandées, qui sont assez évidentes, qui invitent les États membres à développer leur capacité en termes à la fois de production de contenu, mais aussi d'investissement. Et la Commission elle-même va avoir des choses à faire, et c'est important pour nous, puisque cela va dans le sens de ce que nous développons avec la communauté de pratique dont je vais vous parler après. C'est vraiment dans le rôle de la Commission et des institutions en général que de faire cela, c'est-à-dire de développer vraiment les capacité en fait à collaborer, à échanger, à solidifier les liens au niveau international de telle façon qu'on puisse au mieux venir au soutien de la communauté éducative pour qu'elle puisse réaliser les objectifs qui sont les nôtres. Le deuxième élément sur lequel je veux insister, qui va vous intéresser tout particulièrement, qui a été développé par les collègues de Séville, du Centre commun de recherche et qui travaille avec la DGEAC, c'est donc un référentiel de compétences. Alors ça, c'est très important parce qu'en fait, on n'en avait pas, même si on s'entend tous pour dire qu'il faut développer les compétences dites vertes, les green competences. En réalité, ce n'est pas clair ce qu'on entend par ces termes. Donc là, on a une proposition qui me paraît très, très intéressante avec un cadre de compétences, un référentiel de compétences qui permet de définir, en partant depuis des définitions dont je passe parce que je n'ai pas le temps de développer dans le détail, mais vous voyez, il y a des working definitions évidemment au début sur qu'est-ce que c'est que la durabilité, qu'est-ce que c'est qu'une compétence justement liée à la durabilité. Et on arrive à ça, c'est la proposition, et les couleurs. Ces couleurs correspondent à des aires de compétences, donc il y en a 4. Comme vous le voyez, il y en a un qui regarde plutôt les valeurs, il y en a un qui regarde une aire qui regarde plutôt la complexité, une qui regarde l'action et une qui regarde la capacité à envisager le futur. Et à l'intérieur de ces compétences, les aires de compétences, vous en avez 12 vous voyez, compétences qui ont chacune un descripteur. Donc, si je veux faire vite, parce que là, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, vous verrez qu'il y a une définition évidemment qui est donnée pour chacune des aires de compétences, comme vous voyez ici. Et ça donne ça, si je veux faire très rapidement. Vous avez à gauche, vous voyez la colonne avec les aires de compétences par couleur. Là. La deuxième colonne, ce sont les 12 compétences. Et ce qu'il est très important de bien garder à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Hein. Toutes les compétences sont également importantes et il faut évidemment les embrasser dans une acte de formation pour assurer le fait qu'elles soient toutes et de façon équivalente développées auprès de l'apprenant. Et puis à droite, vous avez les descripteurs. Donc, vous y prenez un exemple, par exemple, vous regardez dans le 2, Embracing Complexity and Sustainability, qui serait la façon d'intégrer la complexité dans la durabilité. Vous regardez le Systems Thinking 2.1, vous avez un descripteur qui vous donne une définition et qui nous permet de comprendre ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que l'apprenant, par exemple, doit pouvoir considérer l'espace, le temps et le contexte qui est propre à un défi en termes de durabilité, de telle façon qu'ils comprennent la façon avec laquelle tous les éléments qui constituent ce défi interagissent les uns avec les autres. Bon, c'est ça une définition de la complexité. Donc, ça, c'est ce que je vous ai expliqué auparavant. Donc, il n'y a pas d'ordre d'importance. Une chose est certaine, c'est que ces aires et ces compétences peuvent être adaptées aussi au niveau local. C'est context dependent, ça c'est très important. Et il faut s'entendre sur la définition de compétences. En fait, c'est un ensemble à la fois de savoir, de savoir-être et de savoir-faire. Donc, knowledge, skills and attitudes, key essay. Et donc, ça nous permet, au-delà des 4 aires de compétences, des 12 compétences avec leur descripteur, d'avoir pour chacune des compétences ce qu'ils appellent des statements, qui sont composés par l'ensemble du knowledge, skills and attitudes, donc savoir, savoir-être et savoir-faire pour chacune des compétences. En prenant un exemple, si on prend l'exemple de Systems Thinking, puisque je vous en ai parlé auparavant, ben voilà, vous voyez, par exemple, pour cette compétence-là, des exemples liés aux connaissances nécessaires, au savoir, aux skills nécessaires, donc au savoir-faire,
et aux attitudes nécessaires au savoir-être. Vous prenez par exemple qu'il faudrait que l'apprenant connaisse les ODD, les SDGs, on dit en anglais, et qui comprennent les interconnexions entre ces différents objectifs du millénaire, qu'ils puissent par exemple être à même d'utiliser la conception d'Allah de la vie, life cycle, l'intégralité du cycle de vie d'un élément, ou encore, par exemple, qu'il soit préoccupé par les impacts à court terme et à plus long terme, en termes d'attitude. Donc voilà, des exemples. Donc c'est un outil très, très pratique. Et puis je termine, puisque oui, j'avais mis mon petit chronomètre et j'ai complètement dépassé le temps, donc je termine rapidement. La coalition, c'est l'outil dont alors ça, c'est un outil qui est vraiment destiné à se focaliser sur la co-création. Voilà, pour faire très simple, si vous prenez l'exemple, par exemple, du Green Camp dont j'ai parlé auparavant, c'est que c'est ce référentiel de compétences. La question qui se pose désormais, il est là. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il est à votre disposition. Qu'est-ce qu'on en fait justement ensemble? Eh bien, cet outil, comme cette communauté de pratique, permet à des professeurs, des éducateurs, à des apprenants, quels qu'ils soient, des élèves, des étudiants, etc., et des partenaires éducatifs, de se retrouver dans un espace commun qui est une plateforme collaborative en ligne. Pour réaliser cela, vous voyez ici, ça c'est le manifeste qui a été fait par les membres de la communauté, ils se sont entendus sur ces objectifs, à la fois donc évidemment d'avancer de façon très participative et collaborative, mais aussi tackle fragmentation, ça veut dire essayer de dépasser toutes les frontières, qu'elles soient physiques ou virtuelles, quelle qu'en soit la nature, pour pouvoir collaborer et s'engager dans des processus de co-création en ayant à l'esprit ces 4-5 priorités, à savoir la formation des professeurs, un des leviers majeurs de la transformation des systèmes en général d'apprentissage, le développement des compétences vertes, évidemment, et le changement des attitudes, la sensibilisation et le fait de relier le plus étroitement possible le monde de la science avec celui de l'éducation. Et donc, dans ce contexte-là, je vous invite à vous inscrire à cette plateforme en ligne qui a été lancée très récemment, il y a quelques mois, à l'occasion du premier Education for Climate Day que nous avons fait le 25 novembre dernier. Ben voilà, vous aurez la possibilité de faire, donc si vous voulez utiliser le QR code, si vous utilisez ça, vous accéderez directement à la homepage à la page d'accueil de ce site. Et qu'est-ce que vous ferez là-bas? Vous vous rencontrerez, vous aurez la possibilité de découvrir d'autres personnes, exactement comme dans toutes les plateformes collaboratives en ligne de toute façon. Vous pourrez rentrer évidemment en contact avec elles de telle façon que vous ayez des conversations sur les posts qu'ils vont partager avec vous, sur leurs initiatives multiples et variées. Vous aurez surtout, c'est ce qui va représenter la valeur ajoutée de ce genre de plateforme, parce qu'il ne s'agit pas d'inventer le Facebook ou le LinkedIn de l'éducation au développement durable. C'est un outil qui va vous permettre de vous engager dans des parcours de co-création très concrets autour de ce qu'on appelle des défis de la communauté, des participatory challenges, qui vont vous permettre de concrètement réaliser quelque chose. Quand je dis quelque chose, ce n'est pas à nous de le définir, c'est à vous. C'est en fonction de vos besoins. Vous voulez faire un MOOC, vous voulez vous intéresser au curriculum design, par exemple, que sais-je. Vous le ferez donc avec les gens que vous trouverez là-bas. L'intérêt étant, évidemment, vous aurez des individus qui viennent d'horizons divers, même s'ils partagent tous, évidemment, un objectif et un intérêt commun. Donc, ce parcours d'idéation et de co-création est ce que vous proposera cette plateforme. Donc, je vous invite encore une fois à vous y inscrire et puis j'espère que vous aurez l'occasion de développer, pourquoi pas, un défi participatif autour, par exemple, du référentiel de compétences dont je vous ai parlé auparavant. J'arrête parce que vraiment, j'ai dépassé mon temps. Merci à tous.